What is up, family? We have part three. Part three of the crime investigation, the assassinations of little Gregory. You're not going to believe this. Man, je sais pas qu'est-ce que ça. Well, anyway, I was screwing around with the subtitles because I noticed they were in English all of a sudden. I didn't do anything. This thing it's been on pause since part two. Now, I have always thought that this was for some weird reason. It must be this new shit that they did. Audio track. And I don't know, it must have been on English the whole time. I always thought this was a French video with an English narrator. Today, I had a little mistake, so I hit play. I was in the wrong area, so this is where I want to be. I hit play, and everybody's speaking French, and the subtitles are in English. And I'm going, are you freaking kidding me? This thing should have been French the whole time. Bon, anyway, so you know what? It's a democracy. Half in English, half in French. OK? So ça va être partie 3 avec cette histoire qui est fou, mais fou, cette histoire. La police sont nuls, the investigation, c'est un désastre. Il fout tout en l'air, la police, et the judges, tout le monde. The journalists are smarter than everybody else, it looks like. The brother-in-law is now off the hook. The father still says no, it's definitely him. But now there's not enough proof. Alors, je sais pas. I don't know. This c'est fou. So anyway, now ça va être français with English subtitles. You guys, the first two, I haven't posted anything yet because I think there's going to be copyright issues. Part 1 and part 2 are just sitting posted, but I can't release them yet because they all say copyright. There's copyright issues all over the place. So when this does get released, if it's on Rumble, wherever the hell it is, the first part 1 and part 2, I don't even bother typing in the comments. Why the hell am I listening to English when this is a French video? Je sais. Je déconne. Je sais pas que je sais pas qu'est-ce que ça arrivé, qu'est-ce que ça, je sais pas. J'ai poussé un bouton et maintenant, I don't know. I swear I thought it was English the whole time. I didn't understand. I was like, why is it an English narrator? They're clearly speaking French in the background. It's very weird. This is this audio track shit that YouTube put in. Bon, anyway, enjoy the French, as it should have been. Recommencer. Voilà. Mais la rumeur fait vite le tour de la région. Les Villemain veulent tuer Laroche. C'est sûr que quelques jours après, on est venu nous prévenir qu'il y avait Villemain qui le surveillait là-haut. Moi, ce que j'ai appelé donc Maître Belzer. Maître Belzer a mis tout de suite sur le bureau du procureur comme quoi il y avait menace. Nous allons écrire officiellement, ça doit être le 6 mars, je crois, ou le 7 mars 85, au procureur de la République, en répétant ces menaces et en demandant à nouveau des mesures de protection. Ce que j'ai fait, c'est que, bien entendu, un procureur de la République n'est pas une agence de recrutement de garde du corps. Bon, ça, c'est pas prévu. Ce qui est prévu, c'est que, j'ai avisé aussitôt le préfet. On dit, voilà, s'il y a quelque chose à faire, ce que j'ignore, mais peut-être pourriez-vous le faire. Puis voilà, c'est tout. Hein. Quelles mesures le préfet a-t-il prises pour éviter le pire ? Aucune. Effectivement, beaucoup de gens savent qu'il y a potentiellement danger, mais il n'y a aucune réunion pour faire le point sur ce problème-là et aucune directive pour prendre des mesures particulières. Résultat, Jean-Marie Villemain n'est pas désarmé et Bernard Laroche ne bénéficie d'aucune protection. On n'a rien vu, on n'a pas vu un gendarme pour le défendre, on n'a vu personne, quoi. D'ailleurs, moi-même, j'ai appelé la gendarmerie, la conversation a duré un quart d'heure. Et ce qu'on a conclu, c'est que la gendarmerie m'a dit, si je comprends bien, s'il arrive quelque chose à votre mari, ce serait de notre faute. C'était tout de même pas de la mienne. Hein.
Wow. À ce moment-là, les gendarmes sont officiellement dessaisis. Le juge Lambert a choisi de travailler maintenant avec la police judiciaire de Nancy. Et de fait, l'enquête redémarre à zéro, ou presque. Voilà. Et voilà. Now you gotta start all over. But you already released them. Can you put them back in jail if they find out, oh, we made a mistake, it was the brother-in-law? Or now it's too late? I don't know. I don't know how it works. I know over here, if you are found not guilty in a murder case, and then 5 years later they realize, oh shit, he really was the murderer, they can't retry you. Je sais pas si c'est la même chose dans la France. On était dans l'absurde parce qu'on était dans une situation où personne ne tenait les manettes, quoi. Et en fait, il y avait une espèce de vacances de la justice à ce moment-là. La PJ était en train d'étudier le dossier, ne faisait pas encore de terrain. Et donc, il y avait on sentait le danger planer, quoi. C'était extrêmement étrange. Que de temps perdu. Les policiers ne prendront même pas la peine de rencontrer les gendarmes qui ont mené l'enquête jusqu'ici. D'autant qu'ils sont sur une nouvelle piste. Un nouveau coupable se profile à l'horizon. De fait, ils vont prendre le contre-pied de l'enquête des gendarmes. Donc, une seule manière de se démarquer de ce qu'ont fait les gendarmes, c'est de mettre toute la responsabilité sur Christine pour que l'enquête parte sur de nouveaux rails, en fait. Laurence Lacour, on est à un moment particulier de l'enquête. Tous les projecteurs sont en train de se braquer sur Christine Villemain. Comment est-ce que vous fonctionnez, vous les journalistes, à ce moment-là? Quand la police judiciaire de Nancy succède aux gendarmes, elle pose le postulat que Christine Villemain est très certainement impliquée dans cette affaire. Mais comme elle n'a pas d'éléments, il n'y a strictement rien à l'époque, ni en matière judiciaire, ni quoi que ce soit, elle part du principe que la pression psychologique, c'est ce qui donnera le plus de résultats. Et pour ça, elle va s'appuyer sur la presse. Et comme l'un de nos confrères, qui s'appelait Jean-Michel Bézina et qui à l'époque travaillait pour un certain nombre de journaux, RTL, l'agence centrale de presse, l'AP, qui est une agence anglaise, Le Parisien, Le Quotidien, Le Figaro, François, le Journal du Dimanche. C'est beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Et qu'il s'avère être le meilleur ami, de longue date d'ailleurs, du commissaire en charge de cette affaire, eh bien les deux vont évidemment trouver un intérêt commun, l'un à distiller des informations et l'autre à les relayer. Tous ceux qui ne sont pas dans cette relation amicale de longue date, évidemment, vont en pâtir, vont en souffrir, c'est-à-dire tous les autres journalistes, dont moi, bien évidemment, mais loin d'être la seule. Nous n'avons pas accès aux informations, nous n'avons pas accès à l'hôtel de police qui nous est fermé, physiquement fermé. Les quelques fois où on s'y est présenté, notamment pour alerter sur l'état d'esprit de Jean-Marie Villemain par rapport à Bernard Laroche, on s'est fait conduire. Et donc c'est une époque où nous subissons ce qu'on appelle la caisse de résonance, c'est-à-dire une information part de la PJ est lancée dans les 8 médias que je viens de citer, et nous, par obligation et aussi par faiblesse, je dirais d'une certaine manière, nous la relayons sans pouvoir la vérifier. Pourquoi dites-vous un intérêt commun? Alors d'abord parce que le policier a besoin de la pression médiatique pour peser sur Christine Villemain, et le journaliste qui lui vend 8 fois la même information dans la journée ou dans la semaine a un intérêt financier à la vendre, tout simplement. Mais c'est tout. C'est-à-dire, dans l'enquête, il n'a pas d'intérêt, le journaliste. Il n'a pas d'intérêt, bien évidemment, dans l'enquête en tant que telle, sauf que lui-même s'est forgé sa conviction depuis le début de l'affaire. Il s'avère que cette conviction recoupe celle des policiers, à savoir que Christine Villemain pourrait être impliquée dans cette affaire. Donc il se prend d'une espèce de passion à vouloir faire passer cette thèse qui rejoint tout à fait celle des policiers. Il se trouve que c'est lui, Jean-Michel Bézina, qui annonce sur RTL que l'enquête a basculé et que désormais, le témoin numéro 1, c'est Christine Villemain. C'est en effet demain, aux alentours de 14h, que Jean-Michel Lambert va notifier aux parents de Grégory d'abord, à Bernard Laroche ensuite, qui demeure toujours inculpé de l'assassinat du petit garçon, les conclusions des deux experts en écriture. Mais chacun sait déjà que pour les deux experts, c'est Christine Villemain, la maman de Grégory, qui a probablement écrit la lettre revendiquant l'enlèvement et le meurtre de l'enfant. Comment est-ce que les Villemain apprennent que les expertises ne leur sont pas favorables? Ne dites pas qu'ils écoutent le flash d'RTL? Si,
Si, parce qu'ils sont en voiture, ils rentrent d'un dimanche en famille, et donc ils sont en voiture, ils écoutent, ce sont des gens de l'Est, hein, qui ont donc l'habitude depuis toujours d'écouter RTL, et à 20h, ils entendent une allusion à la mort de leur enfant, donc ils montent le son, et c'est comme ça qu'ils apprennent que Christine, le lendemain, sera désignée en tête de liste des suspects potentiels pour le Corbeau. Ouais. Alors évidemment, la réaction est assez violente, ils sont stupéfiés, je crois, j'y étais pas, mais enfin ils sont stupéfiés par l'annonce. Vous le racontez après? Oui, bien sûr, bien sûr, ils me l'ont raconté plus tard, oui, ça a été quelque chose de terrible, quoi. Lui, il s'est accroché au volant, elle a crié, et ça a été quelque chose de, je crois, très très fort pour eux. Il s'avère qu'elle était enceinte à l'époque, de très très peu, hein, depuis très peu de temps. Elle a été prise de saignement, je crois qu'elle a été extrêmement choquée. Et donc, oui, dans la voiture. Alors, il a eu le temps de la conduire chez un médecin qui a ordonné aussitôt qu'elle soit hospitalisée. Et donc, elle y est allée ensuite coucher à l'arrière de la voiture. C'était une fin de dimanche tragique et très très dure pour eux. Alors, ce qui est terrible, c'est que le lendemain, bien sûr, toute la presse était là dans l'attente de cette fameuse notification. Et ce malaise de cette femme enceinte qui avait perdu du sang a été pris pour une simulation. Donc ça a été je dirais, une étape supplémentaire dans la déformation du personnage de cette jeune femme qui, à chaque rebondissement, avait quelque chose qui se retournait contre elle et devenait d'une certaine manière un petit peu maléfique, comme ça, le personnage qu'on lui a collé pendant des années. Quoi qu'il lui arrive, oui. C'était contre elle. Oui. Quoi qu'elle fasse, quoi qu'il lui arrive, ça se retournait contre elle. Nous l'avons appris ce matin, Christine Villemain a dû être hospitalisée au courant de la nuit dernière, d'urgence, dans cette clinique d'Épinal. Pour Maître Garot, c'est évidemment la torture morale provoquée par les rumeurs des dernières semaines qui est la cause de cet accident. Ma cliente, comme vous le savez, elle est en clinique et je pense que l'assassin doit se réjouir du résultat qui s'est produit à la suite de tout le mal qu'elle a subi et de la véritable torture morale qu'elle subit depuis quelques semaines. Oh. C'est un beau résultat. Wow. Nice. Wow. Uh-oh. What? What happened to the volume? Hello? What the? J'ai fait rien. Qu'est-ce que c'est what happened? Eh ben, dis donc. Sur son lit d'hôpital, que le juge Lambert vient annoncer à Christine Villemain le résultat des expertises. Man, this video. First, we have the wrong language. Now, out of nowhere, the volume just says, is it me? Is my computer losing its mind? Nope. 100. 100. Everybody know. Cover your ears because I'm going to blast this. But if the volume becomes normal again, you're going to lose your eardrums. I'm just warning you. So I don't know what the freak just happened. I'm going to go back here. Tu vois? Attends. But that's it. Now it's fixed. I don't know what's going on, man. I'm starting to get pissed off. Écrit dans la presse, alors où c'est? Nous l'avons appris ce matin, Christine Villemain a dû être hospitalisée au courant de la nuit dernière, d'urgence, dans cette clinique d'Épinal. Pour Maître Garot, c'est évidemment la torture morale provoquée par les rumeurs des dernières semaines qui est la cause de cet accident. Ma cliente, comme vous le savez, elle est en clinique et je pense que l'assassin doit se réjouir du résultat qui s'est produit. Attends, we know about this part. Eh ben voilà. Right here, the volume. Okay, I'm not going crazy. I know you're getting. I know this video is starting to. I hope it. Just if your ears blow out, I'm sorry, but at least we can hear it now. Enceinte, si vite après la mort de Grégory, c'était évidemment une manière d'aller de l'avant. Voilà. Et voilà qu'elle va peut-être perdre son deuxième enfant. Et voilà. Oh, je croyais peut-être elle a perdu déjà. Les journalistes, bien sûr, font le siège de la clinique. Et c'est là, sur son lit d'hôpital, que le juge Lambert vient annoncer à Christine Villemain le résultat des expertises. Son écriture serait celle qui présente le moins de discordance avec celle du Corbeau. Il était
Eh ben voilà. Now it's working again. I'll put the volume down. So thankfully, I didn't destroy your ears too bad. Voilà, we're back to normal. Et donc la question des expertises et des experts surtout reste pour moi un grand point d'interrogation. Comment des personnes spécialisées de manière très très pointue dans un domaine peuvent dire des choses radicalement opposées. Ça pour moi ça reste un grand mystère. Nous, on a fait notre travail honnêtement. On n'avait aucun intérêt, si vous voulez, à désigner A ou B. Bon, et si vous voulez, on a été traînés dans la boue. On nous a dit qu'on était des bons à rien, etc., etc. Ça a été écrit dans la presse. Alors vous savez, c'est quand même pas plaisant quand vous avez fait honnêtement votre boulot. Parce que vous savez, nous, la solution de facilité, hein, c'était de désigner Laroche qui était déjà bon. Puis voilà. Hein. Jean-Marie Villemain se retrouve seul. Sa femme est hospitalisée, soupçonnée ouvertement d'avoir tué leur fils. Lui n'a jamais douté. Pour lui, l'assassin, c'est toujours Laroche. Voilà. Plus on le voit et plus ça paraît évident qu'il peut faire une bêtise. Parce qu'en même temps, on sent qu'il est extrêmement déprimé tuer. Et très agressif. Je le tuerai. Pendant ce temps, Bernard Laroche est libre, toujours inculpé. Ses avocats espèrent maintenant un non-lieu rapide en sa faveur. J'ai dû le revoir 2 ou 3 jours avant sa mort. Disant, mais il paraît que Jean-Marie rôde, etc., fais attention. Puis je me dis, non, je vais pas partir. J'ai pas intérêt à partir, puis je ne partirai pas, j'ai la conscience tranquille. Ah. Nous sommes le 29 mars 85, vers 13h, Marie-Ange Laroche m'appelle, en pleurs. Bernard Laroche venait de se faire assassiner. This shit just got way more interesting now. Oh. Eh bien, il l'a fait. Le père, il l'a fait. Peut-être. Nous sommes le 29 mars 85. Wow, they did kill him. Vers 13h, Marie-Ange Laroche m'appelle, en pleurs. Bernard Laroche venait de se faire assassiner. The vendetta. Ce jour-là, j'avais été chercher Bernard à son travail, il sortait à 1h. Et j'avais mis la voiture donc devant la maison, la porte du sous-sol. Et au moment que on était pratiquement engagé dans le sous-sol, on a entendu un bruit sourd, quoi, quelqu'un qui sautait à talus, quoi. C'est à ce moment-là qu'on s'est retourné et qu'on a vu Jean-Marie Villemain avec le fusil. Villemain a dit c'est de ta faute s'ils sont tous sur Christine. Je me souviens que Bernard a répondu aussi je te comprends, mais je te le jure, sur mon gamin, c'est pas moi, j'ai pas tué ton gamin. Les dialogues qu'il y a eu, quoi. Et ça s'est passé très vite. Mais il a rien voulu entendre, mais ça a été très vite. Et à ce moment-là, boum. Une cartouche de chevrotine. Laroche est touché en pleine poitrine. Il s'effondre et meurt sous les yeux de sa femme. Il y a beaucoup de choses qui s'écroulent parce que le jour même, je venais d'apprendre que j'attendais un autre bébé. Wow. I really hope it was him now. I really hope it was him. Because if it wasn't him, look what he did. Especially to her. If she was innocent, it had nothing to do with anything. They destroyed her life. Alors après, il faut prendre un peu sur soi, quoi. On est un peu perdu, on ne sait pas ce qu'on va faire, ce qu'on va devenir. Il y a beaucoup de choses, quoi. Avant de se livrer à la police, Jean-Marie retourne à la clinique. Il veut annoncer lui-même le meurtre à sa femme. Ce jour-là, dit-il, j'avais du chagrin dans les veines. Je n'aimerais pas être à la place de Jean-Marie Villemain parce qu'il s'est coupé définitivement de la vérité. Ça,
Pour moi, c'est ce qui m'a le plus horrifié. Enfin, la mort d'un homme, c'est toujours horrible, la question n'est pas là. Mais je veux dire, c'est lui qui était le père, il s'est coupé de la vérité. C'est idiot. C'est idiot. Je lui ai dit d'ailleurs. J'ai dû lui dire autre chose quand on était là, parce que je lui ai dit, c'est idiot, c'est con ce que vous avez fait. Parce que vous ne le saurez jamais. Et comme toujours dans cette affaire, les médias dépassent les bornes. Bernard Laroche fait la une de Paris Match sur son lit de mort. En page intérieure, Marie-Ange appelle à la raison. Elle prie pour que la guerre des clans s'arrête. Like I said, Bernard Laroche est mort assassiné à peine 2 mois après sa sortie de prison. Ni coupable, ni innocent. L'échec est sévère pour la justice. Wow. Yeah, I mean, had the justice system do their job properly, that might have never happened. Le lendemain de la mort de Bernard Laroche, Laurence Lacour, Christine Villemain vous fait savoir qu'elle aimerait bien que vous l'appeliez. C'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'elle a le réflexe d'appeler la rédaction d'Europe 1 à Paris, puisqu'à l'époque on n'a pas de portable, on ne peut pas être joint directement, et elle lui fait savoir qu'elle souhaite me parler. Pour moi, c'est quelque chose qui me tombe dessus. Ça me tombe du ciel et ça me tombe dessus en même temps. C'est-à-dire qu'à l'époque, ce jour-là, tout le monde se pose la question de savoir quel est son rôle à elle éventuellement dans ce drame. Est-ce qu'elle savait, est-ce qu'elle a encouragé? Est-ce qu'elle savait, est-ce qu'elle a encouragé, est-ce qu'elle lui a fait des révélations? Enfin, l'imaginaire, déjà bien en marche auparavant, a atteint son summum ce jour-là. Et ça, c'était la question qui hantait tout le monde, qui hantait même la rue. On écoute. Allô, Christine? Oui, c'est Laurence. Bonjour, comment vas-tu? Oh, pas trop bien, tu sais. Je pensais pas du tout qu'il allait faire ça. Il t'en a pas parlé hier matin? Pas du tout, je sais pas ce qu'il lui a pris. Il devait revenir pour 2 heures. Il y a déjà un premier point que je voudrais soulever. Vous la tutoyez? Oui, je la tutoie, oui, bien sûr, parce que ça fait 6 mois qu'on vit là-bas, pratiquement. Donc, nous sommes toujours amenés à les rencontrer, nous avons le même âge, donc c'est vrai que c'est très facile d'accéder à ces jeunes gens, et donc nous les tutoyons, nous prenons des verres avec eux, des cafés avec eux. Vous êtes amie avec elle? Non, on n'est pas amis, mais en plus, moi, ma situation de correspondante dans l'Est de la France fait que je viens dans la région pour tout autre sujet régulièrement. Et inévitablement, je ne peux pas m'en empêcher, je fais le détour pour aller les voir, même s'il ne se passe rien. C'est vrai que j'ai une vraie fascination pour leur histoire, pour leur drame, pour leur douleur. Moi, à 27 ans, j'ai jamais vu une douleur à l'état pur comme ça. C'est quelque chose qui aimante ma pensée, mes actes. Et c'est vrai qu'à force, j'ai noué des liens de sympathie. De sympathie et d'estime réciproque. Donc je pense que c'est pour ça que naturellement, elle songe à me faire appeler ce matin-là pour me raconter sa version de la mort de Bernard Laroche. Il m'a dit j'ai tué Laroche. Je ne le croyais pas. Il s'est mis à genoux, il s'est mis à hurler. Je te dis que j'ai tué Laroche, qu'il me disait. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit j'ai voulu y aller avec le fusil pour parler. Et puis il se foutait de moi. Il me disait que c'était bien fait, tout ça. Bernard Laroche se moquait de lui. Oui. Je sais pas si c'est vrai, ça. Il lui a dit, on a parlé tous les deux. Et Laroche, il lui a dit, j'ai rien à te dire. Jean-Marie lui dit, comment ça, t'as rien à dire? Reste témoignage, Muriel, qu'est-ce que t'as fait? Alors Laroche, il lui a dit, je sais pas pourquoi qu'elle a raconté ça. Puis ils en sont venus aux expertises. Et puis, aux expertises, Laroche, il lui a dit, de toute façon, les expertises, on les a payées pour enfoncer ta femme qui lui a fait. Puis il s'est foutu de sa gueule, c'est là qu'il a tiré, Jean-Marie. Il me disait, je te jure, j'aurais jamais tiré, mais c'est lui qui m'a mis en boule, qui me dit. Il se mettait à genoux, il n'arrêtait pas d'hurler. Je pensais pas du tout qu'il allait faire ça. Et qu'est-ce qu'il vous a dit en partant? Il m'a dit, je t'aime beaucoup, pense à moi, pense au petit, puis attends-moi. Il m'a dit, il fallait que je le fasse, il m'a dit, comprends-moi, il fallait. Est-ce qu'à un moment donné, vous, et quand je dis vous, c'est vous les journalistes travaillant sur le terrain à l'époque, vous vous êtes senti, responsable, en partie, de la mort de Bernard Laroche? Oui, nécessairement. Bien sûr, tous les journalistes qui avaient participé aux 6 premiers mois de cette affaire avaient nécessairement, d'une manière ou d'une autre, contribué au pourrissement de cette atmosphère, à forger la conviction de Christine et Jean-Marie Villemain. Et pour obtenir une interview, il était
plus aisé de casser du sucre sur le dos, si je puis dire, de Bernard Laroche et de sa femme, pour être sûr de bien avoir le document dont on avait besoin. C'est un jeu extrêmement pervers qui a abouti, ce ne sont pas les seules causes, mais qui a abouti au drame dans le drame, c'est évident. Bien sûr qu'il y a des journalistes qui ont pleuré. Enfin, il y a eu le premier soir, et l'atmosphère était très, très lourde à l'hôtel où nous étions tous réunis. C'était très, très lourd ce soir-là. Là, il y a eu le début d'un examen de conscience. Pas vraiment. Il y a eu deux types de réactions. Il y a ceux qui se sont enfoncés dans des cauchemars, parfois dans une dépression, enfin, qui ont très mal vécu leur propre implication. Et puis ceux qui n'ont rien voulu savoir et qui ont tout rejeté sur un tiers, qui était en l'occurrence Christine Villemain, qui a vraiment servi de paratonnerre aux sentiments qui rongeaient tous les journalistes de leur propre implication et culpabilité dans cette affaire. Christine Villemain est maintenant seule. Son enfant assassiné, son mari en prison, seule face aux soupçons des policiers et aux accusations de la presse. Pas facile pour ses avocats, Maître Garot, rejoint par Maître Chastan-Morand, de la défendre et surtout de la protéger. C'était la traque de Christine Villemain, à tel point que on se demandait d'ailleurs à l'époque si il n'y avait pas une utilisation en quelque sorte de la presse pour essayer, à force de harcèlement, d'articles qui lui étaient extrêmement défavorables, de la faire craquer. Seulement, il y avait une difficulté incommensurable, c'est que l'innocent ne craque pas. Elle ne craque pas, mais les policiers restent persuadés que la mère de Grégory est la coupable. Et ils le disent à leurs amis journalistes. Et ces journalistes forcément le disent dans leurs articles. C'est tellement incroyable que ce soit la mère qu'il faut préparer l'opinion publique. Il faut que l'opinion publique soit capable d'accepter cette hypothèse qui est tellement monstrueuse. Donc ils balancent des trucs comme ça, sur lesquels les journalistes se jettent, et les journalistes sont utilisés par les flics pour chauffer l'opinion publique. Il y a toujours des affaires criminelles, des relations entre enquêteurs et journalistes. C'est comme ça que les journalistes ont les informations. Il y a toujours des manipulations, clairement, mais là ça va au-delà de la manipulation. C'est-à-dire ils avançaient main dans la main pour désigner Christine Villemain. En coulisses, les journalistes sont maintenant divisés. Chacun a son intime conviction, pour ou contre Christine. Les articles deviennent des tribunes. Ah oui, c'est une ambiance de guerre civile. Ça va peut-être vous paraître un peu fort comme terme. C'est une ambiance de... on se haït. Mais il n'y a toujours rien dans le dossier de Christine Villemain. Oui, rien. Pas d'aveu, pas de témoin direct du crime, pas d'éléments matériels incontestables. Il y a juste des soupçons. Ouais. C'est alors que dans la maison de l'Épange, où les Villemain ne vivent plus, les policiers retrouvent des morceaux de cordelettes. Des cordelettes qui sont immédiatement présentées par la presse comme étant identiques à celles retrouvées sur le corps de Grégory. La voilà, la connexion entre Christine et le crime. Sauf que c'est une preuve fragile. Ces ficelles sont de fabrication courante. D'ailleurs, un oncle de Jean-Marie en possède aussi une pelote. Et puis les Villemain n'habitent plus cette maison depuis 6 mois. Il y avait des allées et venues dans cette maison. Je sais pas, quelqu'un avait mis les cordelettes, la question n'est pas là. Mais il y avait eu suffisamment d'allées et venues pour que ce soit pas un élément déterminant. Même déterminant, il faut quand même, avant de mettre quelqu'un en détention préventive. Pourquoi 6 mois? Why 6 months for you to find rope in the house? 6 months? You should have been searching the house every inch the first week of the murder. Provisoire, c'est ce que dit la loi, qu'il y a des présomptions graves, précises et concordantes. À mes yeux, c'était insuffisant. Il faut quand même être un peu plus exigeant avant de mettre quelqu'un en détention provisoire. La preuve par les cordelettes n'est peut-être pas très convaincante, mais le juge Lambert est sous pression. Les journalistes attendent qu'on leur livre la coupable. Quand un journaliste va dire dans le bureau du juge Lambert « Quand est-ce que tu l'inculpes, cette salope ?» en parlant de Christine Villemain, c'est quand même des propos intolérables qui montrent aussi, je dirais, le degré d'intimité qu'il y a eu à un certain moment
entre le juge et des journalistes. Il y a une espèce de curé, quoi. Ça arrange tout le monde, ça arrange les fantasmes, les constructions délirantes de tout le monde, que ce soit elle. Eh bien, ça sera elle. Et puis, si elle en crève, on n'en a rien à foutre, quoi. Dans une lettre à son mari, Christine écrit « Je n'en peux plus. Tu ne pourras jamais imaginer les horreurs qu'ils écrivent sur moi. Depuis que tu es en prison, tout le monde est contre moi. Don't tell me that she commits suicide on top of it. Je suis à bout. » Début juillet, 2 expertises accablantes arrivent sur le bureau du juge. Oui, Christine Villemain est le corbeau. Oui. Attends, merde, did I... Christine écrit « Je n'en peux plus. Tu ne pourras jamais imaginer les horreurs qu'ils écrivent sur moi. Depuis que tu es en prison, tout le monde est contre moi. Je suis à bout. » Début juillet, 2 expertises accablantes arrivent sur le bureau du juge. Oui, Christine Villemain est le corbeau. Oui, les cordelettes sont identiques à celles qui liaient l'enfant. Christine Villemain est donc inculpée pour l'assassinat de son petit garçon. Christine Villemain, la mère du petit Grégory, inculpée de l'assassinat de son fils par le juge d'instruction, elle a été immédiatement écrouée. Christine Villemain était encore sans entrave lorsqu'elle s'est présentée devant le juge Lambert au palais de justice d'Épinal. Il était 16h30. 2 heures plus tard, elle était inculpée d'homicide volontaire sur la personne de son fils Grégory et écrouée à la prison de Metz. Inculpée et non pas coupable. Il n'est pas superflu de le rappeler dans cette affaire si fertile en coups de théâtre et en accusations sans preuve. Mettre le sceau sur cette femme d'une telle inculpation, c'est l'irréparable. L'irréparable a été commis. Ouais. Oh man, what a disaster of an investigation. C'est terrible. Quel désastre. Ouh. Christine Villemain était victime, la voilà présumée coupable. Plus question de la défendre depuis Paris. Maître Garot fait appel à cet homme, Thierry Moser, un avocat de la région. Vous, Maître Moser, vous rentrez dans l'équipe des avocats de Christine Villemain le jour de son inculpation. Et c'est un moment particulier parce que ça se passe dans le cabinet du juge d'instruction. Oui, je retrouve Henri Garot à Épinal. Nous allons ensemble au palais de justice. Et alors nous voyons là une foule considérable. Et puis nous voyons notamment dans la salle d'attente du juge d'instruction, nous voyons la malheureuse Christine dont je fais la connaissance. Et nous voyons les policiers du SRPJ de Nancy qui ont un comportement arrogant, désagréable. Et Henri Garot et moi, nous les invitons fermement à sortir de cette salle d'attente pour que nous restions seuls avec Madame Christine Villemain. Vous comprenez, l'inculpation de Christine, c'était la consécration des efforts de la PJ visant à impliquer la malheureuse maman du petit Grégory et visant à démontrer que eux, les messieurs de la PJ, sont plus avisés que les militaires de la gendarmerie. Donc, Henri Garot et moi-même, nous les invitons fermement à sortir de la salle d'attente. Et ils sortent. Ils sortent. Sans barguigner. Je fais la connaissance de Christine, Henri Garot fait les présentations. Je vois une jeune femme, elle est jeune, elle est jolie, elle est émouvante, elle sanglote, elle est révoltée et elle sait très bien ce qui va se passer. L'inculpation de Christine Villemain va être un moment vraiment particulier. Alors c'est effrayant. Nous rentrons dans ce cabinet qui est exigu. Le juge Lambert regarde le bout de ses chaussures. Il n'a même pas le courage de nous regarder les yeux dans les yeux. Et alors ce magistrat tout à fait atypique, tout à fait étonnant, ce magistrat dit ceci: eh bien, madame, je me lance, je vais lever l'hypothèque et je vais crever l'abcès, et madame, je vous inculpe d'assassinat sur la personne de votre enfant. Enfin, il dit je me lance. Il dit je me lance, je crève. What would the reason be for her to kill her 4-year-old? There's not even a little bit of reasoning. Because the woman doesn't look like she's completely crazy. I mean, she's completely crazy now. Now she would be completely crazy. Man, what would be the reasoning? Everything's going great. They're doing well financially. It did look like a terrible relationship between her and the husband. I mean, everything looked fine. It cannot be her. It cannot.
abcès, je lève l'hypothèque, mais enfin c'est absolument sidérant. Et alors à ce moment-là, hurlement de Christine Villemain, c'est pas possible, mais vous êtes fous, mais qu'est-ce que vous faites? Et Henri Garot et moi-même, nous protestons bien entendu de rechef. Et à ce moment-là, Jean-Michel Lambert nous fait savoir qu'il va organiser ce qu'on appelle dans notre jargon le débat contradictoire, c'est-à-dire une discussion au cours de laquelle le juge envisage de placer l'inculpé en détention dite provisoire. Et Christine Villemain est envoyée en prison où immédiatement, elle entame une grève de la faim qui va durer 5 jours, alors qu'elle est enceinte de 6 mois. Oh my God. Dans sa cellule, Jean-Marie l'imite aussitôt, solidaire. Incroyable destin que ce couple, ce père et cette mère qui, 9 mois après la mort de leur enfant, se retrouvent tous les deux en prison, tous les deux accusés d'assassinat, et qui sont plus unis que jamais. Mais si Christine Villemain est coupable, reste une question. Pourquoi a-t-elle commis un crime aussi odieux? Oui, pourquoi? Il me semble qu'on a perdu de vue un élément fondamental qui était l'amour que cette femme portait à son enfant. Et ça, c'était tout à fait fondamental parce que pour moi, il n'existe pas de crime sans mobile. Comment peut-on imaginer que la même personne, c'est-à-dire la mère d'un enfant, qui aux yeux de tout le monde aime son mari, chérit son enfant, ait une telle attitude machiavélique pendant plus de 3 ans pour monter toute sa famille contre elle, en s'appuyant sur le thème de la haine à l'égard de son mari et en lançant des menaces contre son propre enfant jusqu'à arriver à le tuer de cette façon-là. C'est de la folie à l'état pur. Si c'était ça, c'est de la folie. Oui, c'est pas ça. Dans ce cas-là, on l'aurait vu. Oui, la folie. C'est la seule hypothèse du juge pour expliquer le geste de la mère de Grégory. Oh là là. Dès qu'elle est incarcérée, le juge s'empresse donc de la faire examiner par des experts. Madame Villemain a été vue par 11 psychiatres ou psychologues, enfin les deux professions réunies, 11 parisiens et lyonnais. Et il n'y avait strictement rien dans le dossier qui pût essayer de combler l'absence de mobile qui faisait cruellement défaut. Sur le terrain, des journalistes qui débarquent sur l'enquête et qui ne croient pas que Christine Villemain a pu tuer son fils jouent une fois de plus les détectives. Chronomètre en main, ils parcourent les petites routes des Vosges pour vérifier concrètement si la mère a eu le temps de commettre le crime et de le revendiquer. On s'est transformés nous aussi en détectives. Oui, mais en détective pas pour trouver le coupable, parce que ça c'est pas notre boulot. Mais c'est pour vérifier s'il n'y avait pas une erreur judiciaire qui était en train de se faire. Et ça c'est notre boulot. Ça c'est le boulot des journalistes. Tout s'est passé en moins d'une demi-heure, le 16 octobre 1984, entre 17h et 17h30 environ. 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes. Comment il sait ça? Remember, they didn't properly autopsy the boy's body. Had they checked, they could have found out exactly how long he was in the water and how long it took for him to die and all that stuff. Remember? I think it was part 1 where that was the first screw up that they did in the investigation. So how do they know approximately between 5 and 5:30 for sure? Bon, anyway. De quel laps de temps exactement a pu disposer l'assassin? Christine Villemain a-t-elle eu le temps matériel de commettre le crime pour lequel elle est toujours inculpée? Nous avons chronométré à plusieurs reprises le trajet L'Épanche-Docelles sur cette route étroite et tortueuse où personne ne l'a aperçu ce jour-là. Une route souvent encombrée par les tracteurs et les troupeaux. Compte tenu du temps nécessaire pour ligoter l'enfant, 3 minutes d'après les enquêteurs, il aurait fallu en tout plus de 19 minutes à Christine Villemain pour faire l'aller-retour à un train d'enfer, sans hésitation ni incident de parcours, et tout cela avec une petite voiture en très mauvais état. Elle ne pouvait pas avoir fait ce qu'elle a fait dans ce laps de temps. I don't think it's her. Après ça, on était pratiquement sûrs de nous. Alors certains disaient, il s'est noyé accidentellement dans sa baignoire. Donc, il se baignait, il était nu dans sa baignoire, il s'est noyé, elle s'est affolée. Alors, qu'est-ce qu'elle fait là? Il faut qu'elle l'habille. C'est impossible d'habiller quelqu'un comme ça qui est inerte. Bon, rien que ça lui aurait pris une demi-heure. Donc, tout ça est de la foutaise. La foutaise! Mais qu'importe le verdict des chronomètres et les contre-enquêtes des journalistes, qu'importe la réalité puisque Christine Villemain est maintenant dépassée par son personnage de fiction.
Si c'était une femme ordinaire, elle n'avait pas de raison de tuer son enfant. Donc on a fabriqué quelqu'un de machiavélique, de calculateur, ce qui, à mon sens, elle n'était pas. Le comble de la folie est atteint lorsque le journal Libération décide d'envoyer sur place, à l'épange, la romancière Marguerite Duras. On ne lui demande pas d'enquêter, mais de ressentir. Et lorsqu'elle arrive devant la maison de Christine et Jean-Marie, voilà que Marguerite Duras s'écrie, telle une voyante, « Le crime a existé ». Et elle imagine les états d'âme d'une mère insatisfaite dans son couple, une sorte de Madame Bovary des temps modernes. L'article fait scandale. Ouais. Elle intervient dans une affaire à un moment très critique, un moment vraiment capital, quoi. Et elle appuie sur une suspecte, et elle en fait une coupable. Et alors c'est très, c'est très tordu, parce qu'en même temps, elle dit elle est coupable, mais je la comprends, quoi. Hein, voilà. Donc c'est encore pire, finalement, parce qu'elle lui trouve un mobile, en plus. Elle lui invente un mobile. This shit is getting... Mais c'est complètement fou, cette histoire. I mean, complètement fou. Eh ben voilà part 3. We have one more part to do. And at this point, I don't even know. I don't even know what to say. Je ne sais pas quoi dire. Parce que I'm out of ideas. I know it's not her. Well, she has no reason to do it. None. Even an unhappy marriage, you don't kill your child. You get a divorce and you move on. And apparently they had plenty of money. They were doing very well. So she could, she would have been just fine with a divorce. So, that's bullshit too. I love the way somebody could just come up to the house and go, oh, there definitely was a murder that happened here. Well, anyway, I don't know. Peut-être c'est lui. Peut-être he's the one who killed. Voilà. Part 4, we're going to find out that this man, the original judge, not the original judge, but this guy who works in the force, c'est lui. He's the one who killed Gregory. And he did it just because he was having a bad day. Voilà. That's what we're going to find out in part 4. Oh, I don't know. Who the hell knows? Everything is so wrong, messed up. The whole investigation is a flop. I mean, now I'm curious. We're definitely doing part 4 because I need to see how this ends. I really hope it doesn't get copyrighted, though. It doesn't look good. It doesn't. These copyrights. Ooh, what a shame to do all of this and everything copyrighted. That would suck. But what a crazy, intriguing story. Bon. On va continuer demain, la 4e, et après on est fini, et on va voir how this shit show ends. Comment on dit dans la France, a shit show? You know what that means? A shit show. Ça, c'est un shit show. Okay, anyway, take care, peace out, à la prochaine, et bien on va voir demain.